BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre débat. On va se poser la question de savoir quels sont les arguments de ceux qui s'opposent au Covid Safe Ticket, notre système de Corona Pass à la belge, système qui est contesté par certains, notamment dans le monde de la culture, on l'a vu. On va donc donner la parole aux opposants de ce CST et puis on aura un modérateur qui nous dira ce qu'il pense de leurs arguments. On est avec Vincent Laborderie, qui est politologue à l'UC Louvain et membre du groupe Covid Rationnel, Monica Gomez, qui est directeur général artistique au Théâtre de la Balsamine, et Vincent Iserbyt, également professeur, lui, en psychologie et sciences de l'éducation à l'UC Louvain, leur donnera la réplique tout à l'heure. On va d'abord rappeler quand même quels sont les grands arguments en faveur de ce Covid Safe Ticket, Vanessa Lullier. Alors, on peut dire que cela devrait déjà, en principe, inciter la population à se faire vacciner, en France en tout cas, lors de l'annonce d'Emmanuel Macron le 12 juillet. Le lendemain, le site de prise de rendez-vous Doctissimo saturait et plus de 1,2 million de premières doses avaient été demandées, et idem le lendemain. Et comme les autorités ont fixé un taux de vaccination de plus de 70% de la population globale, de ce point de vue, le CST est donc un bon argument. Autre avantage, il permet au secteur concerné de travailler comme avant et d'éviter une éventuelle fermeture à l'avenir. Et enfin, il doit permettre aussi une diminution des contaminations et rassurer ceux qui sont toujours inquiets à propos de cette maladie. Si dans une foule, tout le monde est vacciné ou testé négatif, le risque de contamination devient alors minime. On apprend ainsi tout doucement à vivre avec le virus. Alors on va donner la parole à Vincent Laborderie. Vous êtes membre d'un groupe qui s'appelle Covid Rationnel, qui regroupe un certain nombre de membres du personnel de la santé et de chercheurs, et qui depuis le début conteste le bien fondé ou l'organisation des décisions prises par les différents gouvernements dans le cadre de la crise sanitaire. Ce Covid Safe Ticket, est-ce qu'il trouve grâce ou pas à vos yeux, Vincent Laborderie? Oh non, pas du tout. Non. Bonjour. Donc vous me demandez de donner tous les arguments qui sont contre. Si je développais tout, je pense qu'on dépasserait largement. Alors donnez-nous un ou deux, ça suffira. Justement, sur la vaccination, il n'est pas du tout certain, et les premiers éléments montrent que ce n'est pas le cas, en tout cas à Bruxelles, que l'instauration du Covid Safe Ticket, de son extension plutôt, va pousser à la vaccination. On voit que ça n'a aucun impact en fait pour l'instant, en tout cas à Bruxelles. Et en fait, vous faisiez le parallèle avec la France, c'est que la situation est très différente. C'est-à-dire qu'au moment où Emmanuel Macron fait son annonce en France, la France est à un niveau très très bas de vaccination, mais dans toutes les couches de la population, à peu près partout. Alors qu'à Bruxelles, on sait que le problème est localisé dans certaines communes, auprès de certaines communautés qui n'ont pas d'informations, qui pour des raisons diverses ou variées ne le font pas. Et donc, le risque avec ça, c'est qu'on passe un peu à côté. Et l'autre risque, c'est aussi d'avoir une hausse de la vaccination, mais pour des catégories de population qui n'ont pas vraiment besoin, ou pas particulièrement besoin du vaccin, ou pour qui ce n'est pas très très important finalement. Ouais. Parce que, en fait, juste une statistique, c'est que quelqu'un de plus de 65 ans qui est à risque, vacciner une personne comme ça, en termes de désengorger les services de santé, ça équivaut à la vaccination de 50 jeunes. Ça, c'est Marie Gilbert qui disait ça. Et donc, le problème avec ce Covid Safe Ticket, c'est qu'on va pousser des gens qui, vu les activités qui sont concernées, qui sont principalement les jeunes, alors qu'on va peut-être louper la cible. Ça veut dire que, Vincent Laborderie, vous estimez qu'on ne doit pas vacciner tout le monde? On avait quand même dit au départ qu'il fallait vacciner 70% de la population pour atteindre une sorte je retrouve plus le terme. D'immunité collective. On sait qu'avec le variant, il faut monter beaucoup plus haut. On parle de 90%. Ça vous semble pas la bonne stratégie? Parce que c'est ça aussi qui est derrière vos propos. Tout à fait, mais d'avoir un pourcentage global, objectif de pourcentage global de la population, ce n'est pas pertinent. On doit avoir un objectif de pourcentage des populations à risque, et là on peut avoir comme objectif de 95%, voire 100%. Certains pays sont arrivés comme le Danemark, mais encore une fois, d'aller vacciner dans les écoles, c'est pas vraiment le problème. Alors, vous nous dites que c'est pas pertinent. Pour la clarté du débat, je précise que c'est pas ce que pensent les épidémiologistes qui conseillent le gouvernement fédéral notamment, ou ceux qui participent aux travaux de Sciences Anno. Donc c'est un point de vue différent que vous nous présentez. Je précise aussi qu'il y a un certain nombre d'épidémiologistes qui refusent de débattre avec les membres de Covid Rationnel parce qu'ils estiment que vos arguments ne sont pas fondés. Vincent Iserbyt, vous êtes psychologue. Vous êtes membre d'un groupe qui s'appelle Psychologie et Corona, qui conseille les autorités, ou en tout cas qui réfléchit un petit peu à la manière dont toutes les mesures sont perçues par l'opinion. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Vincent Laborderie? Et est-ce qu'on peut quand même pas reconnaître, et là lui donner raison, que dans la population, la compréhension de ce Covid Safe Ticket et de ses objectifs, elle n'est pas optimale?
Mais en tous les cas, ce qui se passe, c'est que pour la partie de l'application du CST dans la réalité actuelle, c'est-à-dire les grands événements et les situations dans lesquelles, par exemple, on voyage à l'étranger, également pour la vie nocturne, les données dont on dispose montrent que la population est assez soutenante et particulièrement, bien entendu, on ne s'étonnera pas chez les vaccinés, mais même du côté des personnes non vaccinées, il y a un relatif soutien par rapport à ces mesures bien précises. Le soutien est nettement moins grand du côté des activités dont on pense qu'elles seront sujettes à CST dans les jours et les semaines qui viennent. Et là, c'est beaucoup moins net. Même chez les non-vaccinés, il y a une certaine réserve par rapport au fait d'utiliser le CST pour toute une série d'activités, je dirais, plus quotidiennes, comme le fait d'aller au restaurant ou ce genre de choses. Donc effectivement, il y a une opinion partagée. On ne s'étonnera pas que les vaccinés sont très soutenants et les non-vaccinés plus réticents. Ce qui se passe, c'est que lorsque la présentation du CST est faite aux fins de sécuriser l'environnement et donc de faire en sorte que les personnes soient dans un espace qui soit plus sécure que si on ne fait pas attention à qui s'y trouve, eh bien effectivement, là, il y a un soutien de la part des personnes. Je dirais que le seul vrai problème, c'est la perception qui n'est pas rare du CST comme étant un outil de persuasion ou un outil de conviction. Une obligation vaccinale déguisée un peu, une obligation vaccinale déguisée un petit peu hypocrite. Est-ce que ça va braquer une partie de la population, ça ? Absolument. Donc c'est certain que du côté de la majorité des personnes qui perçoivent le CST comme un outil déguisé de vaccination obligatoire, eh bien, il y a une forte réticence et de nouveau, on ne s'étonnera pas que chez les non-vaccinés, c'est très, très marqué de ce point de vue-là. Ouais. Vincent Laborderie, dans votre groupe, je vous donne la parole dans un instant, hein, Monica Gomez. Vincent Laborderie, dans votre groupe, on est contre la vaccination ou on n'est pas contre la vaccination à Covid rationnel ? Non, on n'est pas contre la vaccination du tout. Simplement, au contraire, la vaccination, c'est extrêmement important pour sortir de cette crise, ça c'est tout à fait clair. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte le fait que les groupes à risque, c'est beaucoup plus important, infiniment plus important de vacciner les groupes à risque, et encore une fois d'être au maximum là-dessus. Sur Bruxelles, juste vous dire, il y a le nombre de non-vaccinés de plus de 65 ans à Bruxelles, c'est 30 000 personnes. C'est juste 30 000 personnes. Donc, on ferait beaucoup mieux d'avoir quelque chose là-dessus, préciser là-dessus. Et juste quelque chose, j'en ai pour 30 secondes. Vous disiez donc que l'avis que je donnais n'est pas partagé par les épidémiologistes qui conseillent le gouvernement fédéral. Moi, je n'ai pas entendu d'épidémiologistes qui soutiennent le CST. Oui. Les seuls qui ont entendu là-dessus, c'est Yves Copiter, c'est Marie Gilbert, qui ont des réserves très très fortes là-dessus. Et donc on a l'impression, malheureusement, que le politique avance tout seul là-dedans. Et c'est quelque chose d'assez inquiétant, en fait. Ouais. Alors, et ça, je reconnais qu'effectivement, un certain nombre d'épidémiologistes ont fait part de leurs réserves et de leurs réticences par rapport à ce dispositif. Je voudrais donner la parole à Monica Gomez, qui est directrice générale artistique au théâtre de la Balsamine. Je vous donne la parole parce qu'on a entendu un certain nombre d'acteurs de la culture indiquer qu'ils ne souhaitaient pas appliquer le CST. Vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, ça diviserait en fait notre public de manière claire. Et pour nous, nous ne sommes pas avant tout un lieu d'exclusion. Toutes nos missions sont centralisées sur l'accueil du public dans son acception la plus large. Il ne nous appartient pas de savoir si le public est vacciné ou pas, s'il a été testé ou pas. Et ce n'est pas non plus nos employés qui vont opérer ce contrôle. Donc, je dirais, il y a un souci au niveau éthique. C'est pour nous le vrai problème, en fait. Les lieux de culture ne doivent pas être un lieu de pression, de contrôle et de scission. Et puis, en plus de la mise en place pratique de ça, ça nous pose aussi un souci. Ouais. Alors, on va préciser quelque chose, Vanessa Lhuillier, c'est qu'il y a débat dans le monde de la culture. Le théâtre de la Balsamine n'est pas le seul, mais tous les lieux de la culture ne sont pas opposés au Covid Safety Gate. Oui, les secteurs où le Covid Safety Gate devra s'appliquer sont aussi divisés que les citoyens. Alors, les défenseurs, ils voient la manière de remplir leur salle, qu'elle soit de restaurant ou de spectacle, de rassurer les clients, comme on l'a dit tout à l'heure, tout en faisant fonctionner la caisse à plein régime, ce qui ne leur est quand même pas arrivé depuis mars 2020. Et pour les opposants, il y a la crainte de
perdre des clients qui n'auraient pas le CST. Plusieurs centres culturels et théâtres, dont la Balsamine, ont rédigé une lettre aux politiques afin d'expliquer pourquoi ils ne demanderont pas le CST. Ils écrivent ainsi que les opérateurs culturels rassemblent et font lien avec toute la population, sans exclusion. Nous refusons de participer à la division de la société et à la stigmatisation de certains publics. Par ailleurs, les opérateurs culturels ne sont pas des agents de la force publique. Leur imposer une obligation de contrôle des publics est encore une mission en totale contradiction avec les valeurs qu'ils portent. Alors, Monica Gomez, c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer. Concrètement, à partir du 15 octobre, on va imaginer que le Covid Safety Ticket, il rentre en application le 15 octobre. Comment ça se passe dans votre théâtre? Vous vous mettez hors la loi? Vous êtes prête à faire ça? Ça se rediscutera en équipe et avec notre conseil d'administration, évidemment. Mais voilà, de manière très concrète, on n'a aucune réponse concernant comment appliquer ce Covid Safety Ticket. Et puis, je voudrais revenir sur cette petite phrase de croire que, en fait, le public non vacciné nous quitterait. En fait, on a énormément de courriers de spectateurs aussi vaccinés qui disent qu'ils ne remettraient plus les pieds dans notre théâtre si on les contrôlait à l'entrée. Parce qu'en fait, c'est comme si on intervenait dans ce respect, leur droit à la vie privée, en fait. On n'a pas à intervenir, nous, à cet endroit-là. Ouais. Mais Monica Gomez, ça veut dire que si vous n'appliquez pas le Covid Safety Ticket, si votre équipe vous propose de ne pas l'appliquer, vous garderez les protocoles actuels. C'est-à-dire qu'on aura des bulles qui seront séparées, l'obligation de garder le masque pendant la représentation, etc. C'est ce que nous souhaitons. Écoutez, ça fait 18 mois, on a été un des premiers secteurs arrêtés, un des derniers à démarrer. Tout ça pour permettre en fait l'accueil de public en toute sécurité. On a les systèmes de ventilation requis et nous préférons accueillir un spectateur masqué plutôt que de laisser un spectateur à la porte de notre théâtre et de ne pas le laisser entrer. Alors Vincent Iserbyt, est-ce que vous comprenez cette réticence de certains lieux culturels? On a fait un débat hier avec des cafetiers, ils nous disaient aussi on va appliquer le Covid Safety Ticket parce qu'on n'a pas le choix, mais franchement, c'est pas notre philosophie, on n'a pas envie de faire ça, et on a le sentiment qu'on nous oblige à assumer des fonctions de police qui font pas partie de notre métier. Est-ce que vous comprenez ces réticences professionnelles et est-ce qu'il aurait été possible ou sain, selon vous, de laisser le choix à ces professionnels et de leur dire soit vous appliquez le Covid Safety Ticket, soit vous restez dans les anciens protocoles, mais ça fait partie de la liberté de chaque lieu? Bon, je pense que votre question est très compliquée, parce que moi je suis psychologue social et ce que vous touchez, ce à quoi vous touchez concerne éminemment les questions de philosophie politique, d'éthique, des aspects juridiques. Et donc je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à votre question. Alors ce qui est certain, c'est que les citoyens, parce que dans le groupe d'experts psychologie Corona, nous recueillons les données auprès des citoyens plutôt que de donner des opinions qui seraient non fondées sur des données. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les citoyens sont mal à l'aise avec cette question et qu'il y a une difficulté à gérer la situation de contrôle d'autres citoyens dans des circonstances qui sont peut-être un petit peu obscures. On ne sait pas aujourd'hui tout à fait quel est le cadre légal et donc ça c'est effectivement quelque chose qui pose problème. C'est beaucoup moins le cas justement dans ces situations où il y a d'habitude déjà un contrôle, les grands festivals, les voyages à l'étranger, parce qu'on sait qu'on doit présenter ses documents de voyage, ses documents son ticket de festival, etc. Donc je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur les bases juridiques, sur la façon dont on appréhende les choses. Moi, ce qui m'attriste un tout petit peu, pour tout vous dire, M. Grosfilet, c'est qu'en réalité, ce débat, il obscurcit complètement le travail qu'on devrait faire pour continuer à faire de la vaccination auprès des publics à la fois défavorisés, mais aussi très favorisés, qui refusent la vaccination pour des raisons idéologiques et qui sont effectivement dans des situations où, pour l'instant, on délaisse un petit peu ces efforts. Et je serais bien plus heureux de voir les autorités se donner davantage d'objectifs en matière de vaccination que de travailler d'arrache-pied sur des CST qui sont peut-être problématiques. Alors, on entend la nuance. Je vais essayer de repréciser ma question quand même pour que vous saisissiez bien ce que j'ai envie d'entendre chez vous. Est-ce que le fait de laisser l'application du Covid Safety Ticket à l'appréciation des établissements, est-ce que c'est de nature à déforcer l'intérêt de cette mesure aux yeux du public? Voilà. Est-ce que là, ma question est plus précise? Non, mais je pense qu'on entre dans un terrain extrême. Pour être très clair et vulgarisé à l'extrême, est-ce qu'on a besoin de la même règle partout pour tout le monde, pour que tout le monde la respecte et qu'il n'y ait plus de discussion, ou est-ce qu'on peut entrer dans quelque chose de plus granulaire et plus fin?
Non, je crois qu'il y a deux choses. La granularité est une chose qui vient s'ajouter à la question de la règle générale. Il faut effectivement avoir une connaissance de la situation. Moi, je donne cours demain devant 400 étudiants. Ils sont tous dans la même salle pendant 2 heures avec un masque, assis l'un à côté de l'autre, et ça pose apparemment aucun problème. Donc pour le citoyen, c'est très compliqué quand les règles ne sont pas compréhensibles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler de manière très certaine au niveau des autorités. Quelles sont les règles homogènes que l'on peut appliquer? Et je crois qu'il y a une marge de progression, pour le dire comme ça. Ouais. Vincent Laborderie, quand vous entendez Vincent Isorbi dire la première de nos priorités, ça devrait être de continuer à faire de la pédagogie et de la communication autour de la vaccination, et y compris auprès des publics qui sont réticents pour des motifs philosophiques ou idéologiques, vous êtes d'accord avec lui là ou pas? Oui, après on peut faire de la promotion tant qu'on veut. Vous savez, il y a des gens qui ont leurs idées et à un moment, on peut aussi les respecter. On peut les respecter même si ils participent à la circulation du virus? Tout le monde participe à la circulation du virus. On sait que les non-vaccinés, ils transmettent quand même plus que les vaccinés, Vincent Laborderie. Vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait, Oui. tout à fait. Mais comme les gens qui prennent le métro participent plus que ceux qui vont travailler en vélo, font du télétravail, il y a comme les gens qui restent enfermés chez eux au lieu d'ouvrir la fenêtre. Enfin, voilà, il y a plein de manières de participer à la transmission du virus. Donc il n'y a pas de raison particulière pour cet argument-là de faire quelque chose de tout à fait discriminatoire, rupture d'égalité entre les personnes. Là où ça a une pertinence éventuellement, c'est pour les gens qui ont un risque important d'aller à l'hôpital. Mais juste, je voulais revenir sur un point sur la question du choix, signaler qu'il y a le Luxembourg, qui est quand même pas un pays exotique. Là-bas, en ce qui concerne l'Horeca, ils ont quelque chose qui est équivalent au Covid Safe Ticket, et les établissements ont le choix. Donc il y a des établissements qui sont avec Covid Check, ça s'appelle chez eux, et donc ces établissements-là ont moins de restrictions, et ceux qui ne veulent pas l'appliquer, ils ont le droit, mais alors il y a toujours une limitation par table, etc. Et donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant en Belgique. Ouais. Je reviens chez vous, Monica Gomez. Donc on a bien compris que ce choix du Covid Safe Ticket ou du protocole tel qu'il existe aujourd'hui, c'est ce que vous revendiquez pour votre théâtre et pour votre secteur. On entend quand même souvent aussi un autre argument dans la bouche notamment des autorités politiques, c'est de dire oui mais on applique le Covid Safe Ticket parce que sinon on risque de devoir refermer des secteurs si l'épidémie reprend ou si on a de nouveau des hôpitaux qui sont saturés. C'est une menace qui vous fait peur ou pas, ça ? En fait, effectivement, on souhaite tout sauf être refermés, mais le fait est qu'on a quand même été des élèves, je dirais, hyper dociles. Hein. Tous les tests ont été effectués. Il n'y a jamais eu de cluster déclaré. Nos publics sont des publics dits passifs dans les théâtres quand même. Ils sont assis avec masque, etc. On a vraiment une relation avec chaque spectateur qui vient au théâtre. On lui dit les conditions de l'accueil, etc. Donc, je dirais qu'on peut vraiment encadrer les choses pour qu'elles se passent de la meilleure des manières et pour qu'elles soient du coup la plus sécuritaire possible. Donc, effectivement, je crois qu'on ne peut pas être mis à la même enseigne que tous les secteurs et que chaque lieu aussi est dirigé par une équipe qui sait effectivement quelles règles il doit appliquer pour continuer à accueillir le public en toute sécurité. Voilà, ça fait 18 mois, encore une fois, qu'on a éprouvé en fait des protocoles sanitaires. On est prêt, on peut accueillir. Il n'y aurait aucune raison aujourd'hui de refermer en fait nos théâtres. Ouais. Vincent Isorbi, je vous pose une dernière question parce que Vincent Laborderie a mis quand même le doigt sur quelque chose qui est juste et qui est perturbant. C'est que il y a quand même aujourd'hui de nombreux experts qui n'ont pas applaudi des deux mains et soutenu la mise en place du Covid Safe Ticket, qui ont fait part de réserves ou de réticences. Pas tous, mais certains. Ça nous fait entrer comme dans une nouvelle phase où jusqu'à présent on avait quand même des experts qui étaient massivement derrière les décisions gouvernementales. Aujourd'hui, il y a une petite nuance qui s'exprime. Est-ce que c'est dangereux pour le monde politique et sur la manière dont ces mesures sont reçues par l'opinion publique et donc sur le taux d'adhésion que le public peut avoir vis-à-vis de ces mesures? Le fait que les experts n'applaudissent plus aux décisions politiques? Je pense que dès qu'il y a dissension entre des experts qui sont quand même largement unanimes pour
tempérer l'utilisation du CST pour toute une série de raisons, qui sont à la fois épidémiologiques, mais aussi juridiques, etc., comme je l'ai dit, et les autorités politiques, ça crée potentiellement une difficulté. Et donc, je pense qu'il faudrait, c'est pour ça que c'est important de veiller à ce que les choses soient bien balisées, qu'elles soient bien comprises par la population et qu'on ait des messages clairs. Le politique a les prérogatives du politique, c'est au personnel politique à prendre des responsabilités, mais il ne faudrait pas ajouter de la confusion à la situation. Et je le répète, je pense qu'on n'insiste pas assez dans ce débat sur la partie vaccination. Je ne suis pas en accord avec M. Laborderie sur la relativisation du bénéfice de la vaccination. Bien sûr, certains font plus circuler le virus que d'autres, mais la vaccination est quand même l'arme qui est sans doute la plus utile à notre disposition pour tempérer les vigueurs de ce virus. Voilà, et ça, beaucoup d'experts le disent effectivement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était important qu'on entende des points de vue qu'on n'entend pas toujours, mais qu'on entend aussi qu'il y a la nuance et les arguments aussi autour de ce dossier. C'était Vincent Laborderie, politologue et membre du groupe Covid Rationnel, Monica Gomez, directrice générale du théâtre de la Balsamine, c'est à Schaerbeek, et Vincent Iserbyt, professeur à l'UC Louvain et membre du groupe Psychologie et Corona. Merci à tous les trois pour ces échanges.